Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, il va être question de Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Pirates des Caraïbes est sans conteste l'une des sagas qui m'a le plus marqué étant enfant et qui continue aujourd'hui de me faire rêver. Pour moi, c'est véritablement des divertissements d'exception et pour certains des divertissements parfaits. Et je parle ici surtout de la trilogie et pas de La Fontaine de Jouvence. Même si pour moi La Fontaine de Jouvence reste un divertissement assez sympa. Alors vous vous doutez bien qu'à l'annonce d'un 5e opus, ça m'a fait réagir. D'un côté l'excitation, puisque j'avais énormément envie de revoir Jack Sparrow, et de l'autre côté c'était plus l'objectivité et donc la peur de l'opus de trop, ce que certains dénonçaient déjà avec La Fontaine de Jouvence. Et en entrant dans la salle, j'ai essayé de balayer tous mes a priori et d'accepter le film comme il allait être. Et au final, on obtient un blockbuster qui est sympathique, agréable, voire fun par certains aspects, mais sans plus. Et ce sans plus me dérange énormément, puisque comme je vous l'ai dit, j'associe Pirates des Caraïbes à des divertissements assez impressionnants, et d'avoir juste un blockbuster qui fait le taf, à peine, ça me gêne beaucoup. Quand un film dans une saga est mauvais, et que ça ne concerne que lui, c'est pas trop problématique. Ce qui est problématique, c'est quand un film est mauvais et se permet d'entacher les films précédents. Si pendant 3 films un personnage badass a été développé et que dans le 4e on se rend compte qu'en fait il se pissait dessus pendant les 3 premiers, bah forcément ça pose un problème. Et c'est, de façon caricaturale, ce qu'il se passe avec Pirates des Caraïbes 5. Ce qu'il faut savoir déjà, avec ce 5e film, c'est qu'il a pour volonté de lier la 2e trilogie à la première. La Fontaine de Jouvence, on lui a reproché de ne pas être assez lié avec la première trilogie. Et du coup, la vengeance de Salazar veut rattraper la chose. Le problème, c'est que c'est fait hyper maladroitement, au risque de détruire la mythologie et la cohérence de la saga. Et c'est justement à travers ce problème-là que je vais aborder tout le film. Paradoxalement, la vengeance de Salazar, qui veut être l'opus qui connectera tous les films entre eux, décide d'évincer totalement La Fontaine de Jouvence. Les seuls instants où La Fontaine de Jouvence va être mentionnée, c'est lorsque le scénario est obligé de le faire. La conséquence principale de La Fontaine de Jouvence, c'est le fait que le Black Pearl est dans une bouteille. Hormis ce point de scénario-là, à aucun moment vous n'entendrez parler de l'aventure de La Fontaine de Jouvence. Mais à contrario, la vengeance de Salazar ne va pas hésiter à invoquer des éléments mythiques de la saga afin de faire la jonction avec les 3 premiers films. Et ce pont qui est fait entre la première trilogie et la 2e trilogie, bien que c'est pas vraiment une 2e trilogie, pour moi c'est plus des films dérivés qui n'ont pas vraiment de lien avec le reste, et bah ce pont, il me reste en travers de la gorge. Premier élément mythique qui est invoqué obligatoirement, c'est Jack Sparrow, puisque c'est le personnage principal, et franchement ça partait très bien, puisque à plusieurs reprises, et notamment avec Jack Sparrow, il y a pas mal de pistes qui sont exploitées que je trouve intéressantes. Mais le long métrage a bien trop tendance à laisser ces pistes intéressantes de côté pour se concentrer sur la trame de fond qui est déjà pas très originale et pas très intéressante. Dans cet opus, Jack Sparrow est un pirate de terre et c'est un pirate malheureux. Et ce qui est le plus intriguant, c'est que c'est un pirate démuni de sa chance. Et on le sait tous, si Jack Sparrow réussissait autant, c'est parce qu'il était très chanceux. Tout ce qu'il entreprend se solde par un échec et même ses plus fidèles camarades sont amenés à le quitter. Commencer avec un personnage qui a perdu de sa superbe, je trouve que c'est une excellente idée. Ça permet d'explorer une nouvelle facette du personnage, un personnage dont on pense déjà avoir fait le tour. Mais malheureusement, cette idée du pirate qui a perdu sa chance, elle est rapidement remplacée par le fait que Jack Sparrow est traité comme un con. Mais vraiment, Jack Sparrow est traité comme un idiot. À croire que le scénariste, qui a écrit Indiana Jones 4, ça explique pas mal de choses, a regardé les films précédents et s'est dit « Ah mais Jack Sparrow c'est juste un con qui réussit ». Mais pour moi c'est bien plus subtil que ça, pour moi Jack Sparrow c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui a toujours su manipuler son entourage pour arriver à ses fins. Mais ici Jack Sparrow est juste quelqu'un d'idiot et en plus très porté sur la chose. Ce qui était beaucoup plus subtil dans la première trilogie, ici, voilà, Jack Sparrow c'est juste quelqu'un qui veut du cul. Et d'ailleurs, à un moment, il va parler d'Elizabeth Swann et la résumer à ses 2 nibards. Le personnage en est réduit à ça. Autre figure mythique qui fait son retour, c'est le capitaine Barbossa, dont on a suivi l'évolution depuis le premier opus. Ce qui était très intéressant avec Barbossa, c'était de voir à chaque nouvel opus comment il avait évolué. Dans le premier film, c'était un capitaine antagoniste, ensuite, on a appris que c'était un seigneur pirate, dans le 4e film, c'était un corsaire, et dans le 5e film, c'est le pirate le plus riche qui soit, un commodore pirate en quelque sorte, comme le suggérait Jack Sparrow dans La Malédiction du Black Pearl. Malheureusement, Barbossa est l'un des personnages les plus sous-exploités et torchés de ce long métrage, et ça fait extrêmement mal au cœur. Et je précise maintenant qu'il va y avoir des spoilers, donc méfiez-vous parce que je vais être obligé d'aborder des pans de l'histoire qui sont cruciales à l'intrigue, et donc il y aura du spoiler. Et enfin, 3e chose qui me fait le plus chier, qui fait son retour, c'est La Malédiction du Hollandais volant. Ce qui inclut donc Will Turner,
et on n'avait pas besoin de le revoir. Au départ, je pensais que c'était une bonne idée puisque je pensais que Jack Sparrow allait demander de l'aide à Will pour vaincre Salazar. Mais en fait, pas du tout. Will Turner apparaît les 5 premières minutes du film et les 2 dernières. Puisqu'en fait, j'ai même pas parlé du synopsis mais je vais le faire maintenant, Henry Turner, le fils de Will Turner, a pour volonté de libérer son père de sa malédiction. Et il y a un tiers du film qui va se concentrer là-dessus. Les 2 autres tiers, ça va être Jack Sparrow qui fait face à Salazar et Karina Smith, une jeune astronome qu'on prend pour une sorcière, qui veut terminer les travaux de son père qui était en quête du trident de Poséidon. Et donc retournons à Will Turner qui fait un caméo, donc c'est très vicieux de l'avoir mis au cœur de la promotion. Et au-delà des personnages qui font leur retour, il y a carrément des thèmes qui font leur retour, notamment le thème du père. Henry Turner veut sauver son père, Karina Smith veut terminer les travaux de son père, Jack Sparrow apparaît quelquefois, rarement, comme un père de substitution pour Henry Turner, et d'autres personnages se découvrent une fibre paternelle, ce qui est totalement maladroit, voire à chier, mais le thème du père, de la relation au père, est au cœur de l'intrigue. Et enfin, dernier élément qui fait son retour et qui a toujours été au centre de Pirates des Caraïbes, c'est la quête d'un objet légendaire, ici le trident de Poséidon. Maintenant, on va rentrer dans le détail, et on va commencer avec Jack Sparrow. Jack Sparrow a toujours été un personnage très mystérieux, et qui aimait à contribuer à sa légende. Ce qui quelque part alimente sa complexité. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait auparavant, mais son passé ressurgit souvent, et c'est pas vraiment pour son bien. La vengeance de Salazar décide d'expliquer Jack Sparrow. Et quand je dis d'expliquer Jack Sparrow, c'est d'expliquer comment le personnage s'est construit jusqu'à son nom. L'idée n'est pas bête en soi, et d'autres longs métrages se sont laissés tenter de le faire. Éclaircir des zones d'ombre autour d'un personnage. Mais là où je trouve que ça pose problème, c'est quand on se fait chier à développer un personnage complexe pendant 4 films et qu'on vous l'explique, en gros, en 5 minutes au travers d'un flashback. Puisque dans le fameux flashback où on voit Jack Sparrow rajeuni, ce qui est d'ailleurs très bien fait, on nous explique comment Jack Sparrow est devenu Jack Sparrow. Comment il a eu son tricorne, comment il a eu son compas, comment il a eu le nom de Sparrow. Ce qui d'ailleurs cause pas mal d'incohérences, notamment au niveau du compas, puisque dans le 2e film il était clairement sous-entendu que Jack l'avait volé à Tia Dalma, mais ici on se rend compte que c'est le capitaine de Jack, mourant, qui lui donne le compas. Ce qui est plaisant dans ce flashback, c'est qu'on retrouve le Jack Sparrow qu'on connaît, mais malheureusement, le personnage est défini précisément, et j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça parce que le personnage se nourrissait du mystère. Et d'avoir une explication tellement précise et concise, ça nuit, je trouve, au personnage. Et à mon avis, c'est simplement une astuce scénaristique pour lier le méchant à Jack Sparrow. Le problème, c'est que le méchant en face, qui est joué par Javier Bardem, est loin d'être un bon méchant, et je trouve que ça aurait été beaucoup plus intelligent de lier Jack Sparrow à un personnage aussi charismatique et imposant que David Jones, que de le lier à un personnage qui va mourir à la fin du film. Parce qu'en plus, oui, Salazar, comme Barbe Noire, crève à la fin du film, et donc n'a pas le temps de s'imposer. Enfin, il aurait pu avoir le temps dans le long métrage, le problème c'est qu'on le voit 20 minutes, et une fois sur deux on ne sait pas si on doit en rire ou le craindre. Jack Sparrow s'appelle donc Sparrow parce qu'il était en haut d'un mât et qu'il faisait penser à un moineau. Merci. Merci beaucoup pour cette explication. Il y a ensuite le cas de Barbossa. Le problème avec Barbossa, ça concerne juste le 5e opus. C'est pas comme pour Jack Sparrow où ça vient carrément entacher toutes les images qu'on pouvait avoir de lui avant. Barbossa, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, est un personnage qui a été plutôt bien construit au fil des films. Et dans ce 5e opus, ils le font revenir pour le faire crever comme une merde. Vraiment, il meurt comme une merde. Dans un élan émotionnel qui ne fonctionne pas du tout, puisque le personnage apprend qu'il a une fille et tout d'un coup ça devient un mec avec un cœur, sachant que les 4 films précédents montraient un personnage avide de pouvoir, cruel, mais là il apprend qu'il a une fille, du coup il se met à chialer et il meurt comme une merde. Ça me fait extrêmement de peine de voir un personnage aussi important, et c'est l'un des piliers de la saga, vraiment, disparaître comme ça, d'une manière aussi ratée et irrespectueuse. Et honnêtement, est-ce qu'on avait besoin de faire de Barbossa un père ? J'en suis pas sûr, il y a déjà 4000 pères dans ce film, c'était pas nécessaire. Mais ce qui me reste le plus en travers de la gorge, c'est quand le 5e opus se permet de résoudre le problème du Hollandais volant. Le problème du Hollandais volant, c'était pas vraiment un problème. C'était un arc narratif qui était conclu, et son final nuançait vachement le happy end à la fin de Jusqu'au bout du monde. Donc je trouvais ça assez puissant, assez osé, et très juste. Mais non, il fallait faire la liaison entre les 2 trilogies, et du coup, dans le 5e film, Henry Turner parvient à sauver son père. Ce qui veut dire concrètement que ce qui a été construit durant 2 films dans la première trilogie se résout grosso modo en 30 minutes. Et avec une facilité déconcertante. Ça rend la malédiction tellement moins crédible et tellement moins pesante. Je trouve que le 2e film et le 3e film prennent cher. On se rend compte que les personnages se sont cassés le cul pendant 2 films, tout ça pour qu'il y ait une solution en 30 minutes, un peu plus tard. Et il y a un autre truc qui est lié et qui pose problème, c'est la facilité avec laquelle les personnages trouvent le trident de Poséidon. Déjà, le trident de Poséidon, qui est censé être l'artefact le plus puissant de l'univers de Pirates des Caraïbes,
on n'en a jamais entendu parler. À aucun moment il y a un personnage qui s'est dit bah et si on essayait de battre Davy Jones et Lord Cutler Beckett avec le trident de Poséidon, sachant que les pirates étaient quand même en PLS dans Jusqu'au bout du monde. On n'en entend jamais parler. Et au final, il suffisait de s'y pencher un peu avec un carnet pour trouver l'arme ultime. Enfin, une arme ultime, visuellement, elle fait 2-3 remous dans l'eau, et à part ça, il faut la péter pour se libérer des malédictions. C'est-à-dire que vous tenez l'arme la plus puissante du monde dans vos mains, et il faut la casser pour se libérer d'une malédiction. Tu parles d'un objet mystique incroyable que nul homme peut trouver. C'est génial. Et encore une fois, ça nuit à la cohérence de l'univers, puisque dans la première trilogie, les personnages se cassaient le cul pour en faire 10 fois moins, et là, en un film, ils trouvent le trident de Poséidon, ils se débarrassent de toutes les malédictions, et ils se débarrassent d'un nouveau méchant. Tout est tellement résumé, bâclé et plat, ça me navre vraiment, et je me rends compte que Jack Sparrow, maintenant, le mec, il claque des doigts, et ça y est, il bat un méchant, il trouve un objet mystique, et voilà. Ça c'est quelque chose qui était aussi dans La Fontaine de Jouvence, et qu'on avait reproché au personnage de Barbe Noire, qui était censé être une figure assez mythique quand même, et qui était évincé au bout d'un film. Mais là ils ont refait la connerie, on a encore un méchant qui ne dure pas, alors qu'il aurait pu clairement, s'il l'avait développé, être au centre d'une seconde trilogie. Et pourquoi pas faire comme dans la première, introduire le méchant dans le deuxième film, et ensuite poursuivre dans le troisième. Et donc dans Pirates des Caraïbes 6, on aurait retrouvé Salazar. Mais là non, Salazar il crève comme une merde en plus, surtout que si les malédictions s'annulent, il est peut-être censé crever, enfin je sais pas trop si c'est incohérent ou non, mais toute cette facilité dans la quête des héros me dérange énormément. Et c'est ce qui renforce selon moi l'aspect film dérivé. On a vraiment l'impression que c'est un film bonus qui est là pour faire plaisir. Et quelque part je pense que c'est ça, c'est un film qui fait mention sans cesse au passé, avec pas mal de choses nouvelles mais qui sont à peine abordées, ce qui donne un blockbuster qui est assez sympathique, qui nous rappelle sans cesse que la première trilogie était très cool, mais en soi le film... il est pas terrible. Et puis je ne vais pas parler d'Elizabeth Swann et de son caméo inutile, d'ailleurs son apparition dans la bande-annonce était un énorme spoiler. On a encore une romance avec Henry Turner et Karina Smith, là c'est des ados donc ça fait un peu romance de téléfilm Disney. Et pour placer quelques mots sur la mise en scène quand même, c'est globalement du sous-Verbinski. C'est que ça fait le taf la plupart du temps, et on sent le manque d'inspiration et la volonté de copier Verbinski. Il y a quelques plans qui sont quand même intéressants avec certains mouvements. Le plan de la guillotine, il y en a un en particulier qui est vraiment intéressant, et puis ça appuie un gag visuel, mais hormis ça, il n'y a rien de transcendant, et c'est globalement décevant, malgré le fait que ça reste un blockbuster assez divertissant. Malheureusement, ce que je retiendrai de ce film, c'est que beaucoup de choses auxquelles j'étais attaché, le Hollandais volant, Davy Jones, Jack Sparrow, ils ont pris cher, et aujourd'hui ce sont des choses bâclées et peu intéressantes. Et puis j'ai oublié de parler de la scène post-générique, mais elle me fout tellement les boules. Sérieusement, faire réapparaître Davy Jones, putain les mecs, vous avez plus d'idées. Là, ils vont ruiner le meilleur méchant de la saga, c'est sûr. Et ça me fait chier, mais ça me fait chier. J'ai rien d'autre à rajouter, je pense avoir fait le tour. Bon, c'est clair que c'était pas une critique assez globale où j'aurais énoncé chaque point, mais pour moi ce qui était le plus intéressant, c'était de montrer en quoi ce film nuit au reste de la saga. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait. Et sur ce, je pense revoir les premiers Pirates des Caraïbes qui sont vraiment excellents, et je vous dis à la prochaine. Salut!